Au printemps 1811, des ouvriers qui démolissaient un ancien entrepôt de tabac à Richmond, en Virginie, firent une découverte qui allait hanter la ville pendant des générations. Cachés sous des planches de bois pourries, ils trouvèrent 8 boîtes en bois identiques, chacune contenant une alliance d'hommes et un petit flacon de ce qui semblait être une poudre médicinale. Les alliances portaient des noms différents, des dates différentes, mais elles partageaient toutes un détail glaçant. Elles avaient appartenu au mari de Ruth Holloway, une femme qui avait mystérieusement survécu à 8 hommes riches en l'espace de 30 ans. Ce que les autorités découvrirent dans ces flacons remit en question tout ce qu'elles pensaient savoir de cette veuve raffinée, autrefois célébrée dans la haute société virginienne. Le magistrat local ordonna que la découverte soit scellée et retirée des archives publiques, invoquant des affaires délicates susceptibles de nuire à la réputation de familles influentes. Pendant plus de 2 siècles, cette affaire resta enfouie dans les archives de la Société historique de Virginie. Mais ce soir, nous allons révéler la vérité derrière l'une des meurtrières les plus méthodiques et les plus terrifiantes de l'histoire américaine. Avant de poursuivre l'histoire de Ruth Holloway et de ses mariages mortels, j'aimerais avoir votre avis. Abonnez-vous si vous êtes prêts à plonger dans les mystères historiques les plus sombres des États-Unis. Et dites-moi en commentaire de quel État vous nous écoutez. J'adore échanger avec d'autres passionnés de mystères à travers le pays. L'histoire de Ruth Holloway ne commence pas par un meurtre, mais par une tragédie qui allait façonner la vie et la mort de 8 hommes. La Virginie de 1780 était une terre transformée par la Révolution et hantée par ses conséquences. Dans les fertiles régions productrices de tabac autour de Richmond et de Petersburg, de vastes plantations s'étendaient le long de la rivière James, leurs demeures aux colonnes blanches se dressant comme des monuments de la nouvelle prospérité américaine. La guerre d'indépendance s'était achevée 3 ans plus tôt, mais ses cicatrices restaient profondes dans la société virginienne. Les propriétés loyalistes avaient été confisquées et redistribuées, créant une nouvelle classe de patriotes fortunés tout en laissant d'autres dans la misère. C'est dans ce monde de fortunes changeantes et de secrets enfouis que Ruth Holloway allait apparaître. Ruth arriva à Richmond à l'automne 1782, une femme frappante de 28 ans, aux cheveux auburn et aux yeux couleur de brume hivernale. Elle prétendait être la veuve du capitaine Jonathan Holloway, un officier de l'armée continentale qui serait mort à la bataille de Yorktown. Son histoire était simple et poignante. Elle avait tout perdu pendant la guerre et cherchait à recommencer une nouvelle vie en Virginie, attirée par les récits de prospérité de l'État et par la gentillesse de ses habitants. Ce qui rendait Ruth remarquable n'était pas seulement sa beauté, mais aussi son intelligence et son raffinement. Elle parlait avec l'accent cultivé d'une Nouvelle-Angleterre instruite, lisait le latin et possédait une connaissance approfondie des herbes médicinales et des traitements. À une époque où les soins médicaux étaient rudimentaires et les médecins rares, les talents de guérisseuse de Ruth la rendirent rapidement indispensable à l'élite de Richmond. Elle transportait avec elle un journal relié de cuir, rempli de remèdes transmis, disait-elle, de génération en génération au sein de sa famille. La noblesse virginienne accueillit Ruth à bras ouverts. La guerre avait créé une pénurie de femmes en âge de se marier. Beaucoup étaient mortes de maladie ou avaient fui avec des familles loyalistes. Voici une veuve raffinée, aux manières irréprochables, capable de discuter politique avec les hommes et d'art de guérison avec les femmes. En quelques mois, Ruth s'était installée dans une maison modeste mais respectable de Clay Street, subvenant à ses besoins en soignant des maladies allant de la phtisie aux troubles nerveux. Mais sous la surface policée de Richmond, des courants plus sombres circulaient. La guerre n'avait pas seulement produit des héros, mais aussi des profiteurs et des traîtres. Dans les salons feutrés, on murmurait des histoires d'hommes ayant changé de camp pour de l'or, de convois d'approvisionnement mystérieusement attaqués par ceux qui connaissaient leurs itinéraires, de chefs patriotes livrés aux forces britanniques. Certains soupçonnaient l'existence d'une organisation secrète ayant collaboré avec l'ennemi, mais les preuves restaient insaisissables. Ces hommes avaient non seulement survécu à la guerre, mais prospéré après elle. Leur trahison avait été récompensée par des propriétés loyalistes confisquées et des contrats gouvernementaux lucratifs. C'est dans cette atmosphère de prospérité bâtie sur la trahison que Ruth Holloway entama sa cour mortelle avec les citoyens les plus en vue de Virginie. Elle semblait posséder une capacité presque surnaturelle à attirer l'attention des hommes les plus prospères de la colonie. Marchands de tabac, magnates du transport maritime, spéculateurs fonciers et figures politiques.
Chacun tombait sous son charme. Chacun l'épousait avec grande cérémonie. Et chacun mourait dans des circonstances qui, bien que suspectes à nos yeux modernes, paraissaient parfaitement naturelles à leurs contemporains. Le premier signe que quelque chose n'allait pas vint d'une source inattendue, les esclaves travaillant dans les grandes demeures où vivaient les maris de Ruth. Ils chuchotaient entre eux au sujet des étranges maladies qui frappèrent leurs maîtres après le mariage, commençant toujours par des douleurs à l'estomac, suivies de faiblesse, puis de la mort. Mais dans une société où le témoignage des esclaves n'avait aucune valeur juridique, leurs observations furent rejetées comme de la superstition et de la jalousie. La première mort survint lors d'une nuit humide d'août 1783, moins de 6 mois après que Ruth eut épousé le colonel Edmund Fairfax, l'un des marchands de tabac les plus prospères de Richmond. Fairfax, un homme robuste de 45 ans qui n'avait jamais montré de signes de maladie, fut retrouvé mort dans son bureau par son domestique, Jupiter, à l'aube du 15 août. Jupiter raconta plus tard à d'autres esclaves ce dont il avait été témoin cette nuit-là, bien que son récit ne parvint jamais aux oreilles des Blancs. Il avait été réveillé vers minuit par des bruits provenant du bureau de son maître. Ce n'étaient pas les froissements habituels de papier ou le tintement des verres de brandy, mais autre chose, un gémissement sourd, suivi du grincement d'une chaise repoussée. Lorsque Jupiter s'approcha de la fenêtre pour regarder, il vit son maître penché sur son bureau, se tenant le ventre, tandis que Madame Ruth se tenait à ses côtés avec une expression inquiète, lui offrant une tasse fumante de ce qui semblait être un thé médicinal. « Buvez ceci, mon cher Edmund » l'entendit-il dire de sa voix douce. « Cela apaisera la douleur. Je l'ai préparé avec un soin tout particulier. » Le colonel releva la tête avec effort. Son visage, nota Jupiter avec effroi, était livide et couvert de sueur, malgré la fraîcheur de la nuit. La douleur, elle s'aggrave. Ruth, peut-être devrions-nous appeler le docteur Harrison. La main de Ruth se posa doucement sur l'épaule de son mari. Allons, mon chéri. Le docteur Harrison est à des kilomètres d'ici. Et puis, ce remède est utilisé dans ma famille depuis des générations. Fais-moi confiance. Sa voix portait cette même musicalité qui avait charmé la société de Richmond. Mais dans l'obscurité, Jupiter perçut autre chose, une note d'insistance qui ne tolérait aucune objection. Le colonel but la potion, et en quelques minutes, ses gémissements s'intensifièrent. Jupiter regarda, horrifié, son maître convulser une fois, 2 fois, puis s'effondrer en avant sur son bureau, projetant papier et encrier sur le sol. Ruth resta parfaitement immobile, un long moment, observant la scène. Puis, avec des gestes étrangement calmes pour une femme venant d'assister aux derniers soubresauts apparents de son mari, elle récupéra la tasse, la rinça soigneusement dans un bassin d'eau qu'elle semblait avoir préparé à l'avance. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle se mit à crier à l'aide. Lorsque le docteur Harrison arriva à l'aube, il trouva Ruth dans un état de chagrin convaincant, serrant le corps de son mari et pleurant inconsolablement. Les symptômes qu'elle décrivit correspondaient à une détresse gastrique aiguë, peut-être provoquée par de la nourriture avariée, ou une excitation nerveuse. Le colonel Fairfax avait été mêlé à des affaires commerciales conflictuelles récemment, expliqua-t-elle, et se plaignait de maux d'estomac depuis plusieurs jours. L'examen du docteur Harrison ne révéla rien d'inhabituel. Le corps du colonel ne présentait aucun signe de violence, et les symptômes gastriques décrits par Ruth étaient courants dans le climat virginien, où la nourriture avariée et l'eau impure provoquaient fréquemment des maux similaires. Il inscrivit la cause du décès comme une fièvre gastrique aiguë et présenta ses condoléances à la veuve éplorée. Ce que le docteur Harrison ignorait, et ce sur quoi Ruth avait compté, c'est que les connaissances médicinales qu'elle prétendait tenir d'une tradition familiale provenaient en réalité d'une source bien plus sinistre. Lors de son voyage vers la Virginie, Ruth avait passé plusieurs semaines à Philadelphie, où elle avait noué une relation intime avec un médecin déchu nommé le docteur Marcus Wainwright. Wainwright avait été radié de la profession après avoir expérimenté divers extraits de plantes comme moyen de provoquer des morts indétectables. Ses recherches, menées en secret et jamais publiées, avaient identifié plusieurs plantes indigènes capables de produire des symptômes imitant des maladies courantes, tout en ne laissant aucune trace dans le corps après la mort. Ruth avait non seulement appris les méthodes de Wainwright, mais les avait perfectionnées. Elle découvrit qu'en combinant de petites quantités de certains alcaloïdes végétaux avec des herbes médicinales courantes,
Elle pouvait créer des préparations capables de soulager de véritables maux à faible dose, mais mortelles lorsqu'elles étaient administrées en plus grande quantité ou selon des combinaisons précises. Son journal de cuir ne contenait pas des remèdes familiaux, mais des formules soigneusement consignées pour des meurtres déguisés en médecine. Les funérailles du colonel Fairfax attirèrent le gratin de la société de Richmond. Ruth joua à la perfection le rôle de la veuve éplorée, s'évanouissant au bord de la tombe et étant soutenue par des amis compatissants. Le testament du colonel, rédigé peu après leur mariage, laissait à Ruth un héritage considérable, comprenant la maison de Clay Street, ainsi qu'une importante somme en or et des terres. Mais le chagrin de Ruth fut remarquablement de courte durée. Moins de 3 mois après les funérailles, on la vit accepter les attentions d'un autre gentleman en vue, le capitaine William Randolph, un magnate du transport maritime qui avait fait fortune en ravitaillant l'armée continentale pendant la guerre. Ceux qui s'étonnaient de la rapidité de son rétablissement se voyaient rappeler avec douceur qu'une femme seule dans le monde avait besoin de protection, et que le capitaine Randolph était réputé être un homme d'honneur et de substance. Ce qu'aucun des admirateurs de Ruth ne soupçonnait, c'est qu'elle ne les avait pas choisis au hasard. Chaque homme qu'elle avait ciblé partageait un secret commun. Ils avaient tous été membres d'une organisation clandestine qui avait fourni des renseignements aux forces britanniques pendant la guerre. Le colonel Fairfax avait été le trésorier du groupe, chargé de distribuer l'or britannique aux traîtres américains. L'arrivée apparemment fortuite de Ruth à Richmond et ses conquêtes amoureuses successives n'avaient rien de coïncidentiel. Elles constituaient les premiers coups d'une partie de vengeance qui coûterait la vie à 8 hommes avant de s'achever. La mort du capitaine William Randolph, à peine 8 mois après son mariage avec Ruth en janvier 1784, suivit un schéma étrangement similaire. Le robuste capitaine de marine, connu pour sa constitution de fer et sa capacité à affronter les pires tempêtes de la côte atlantique, succomba à ce que le docteur Harrison diagnostiqua comme une fièvre bilieuse, après 3 jours de violentes douleurs abdominales et de faiblesse. À ce moment-là, Jupiter avait été vendu à une autre maison, mais la communauté des esclaves conservait son propre réseau d'information. La nouvelle se répandit rapidement. Un autre des maris de Madame Ruth était mort de troubles de l'estomac. Le vieux César, qui travaillait dans la maison des Randolph, rapporta des observations similaires à celles de Jupiter. Son maître était tombé malade après avoir accepté un thé médicinal préparé par son épouse, le calme anormal de Ruth pendant la crise, et son insistance à ne faire appel à aucun autre médecin. Mais ce fut César qui fit une découverte cruciale pour comprendre les méthodes de Ruth. En nettoyant le bureau du capitaine après sa mort, il trouva un petit flacon dissimulé derrière une planche descellée du mur. Le flacon contenait une fine poudre blanche, dégageant une légère odeur d'amande et d'herbes amères. Lorsqu'il le montra à Jupiter lors d'une rencontre fortuite au marché de Richmond, le visage du vieil esclave pâlit. « La même chose que j'ai vue chez le colonel Fairfax », murmura Jupiter en regardant nerveusement autour de lui. « J'en ai trouvé un pareil dans la cuisine après la mort du maître. Quand je l'ai montré à la cuisinière, elle m'a fait le jeter dans la rivière et m'a dit de ne jamais en parler. » Les esclaves commencèrent alors à tenir leur propre registre minutieux, transmettant les informations au sein de leur réseau. Ils notèrent que Ruth insistait toujours pour préparer elle-même les médicaments de ses maris, qu'elle conservait ses fournitures sous clé dans un coffre spécial qu'elle ne laissait jamais manipuler par les domestiques, et qu'elle possédait une connaissance inhabituelle des plantes sauvages de la campagne virginienne. Plus inquiétant encore, ils observèrent que Ruth partait souvent seule pour de longues promenades dans les forêts autour de Richmond, revenant avec des paniers d'herbes apparemment communes, qu'elle gardait pourtant jalousement. Pendant ce temps, la position de Ruth dans la société de Richmond se renforçait à chaque tragédie. Le testament du capitaine Randolph l'avait rendue encore plus riche, et sa réputation d'épouse dévouée, frappée par des pertes terribles, lui valut une immense sympathie. Les grandes familles de Virginie rivalisaient pour l'inclure dans leurs cercles sociaux, la voyant à la fois comme un objet de pitié et comme un ajout désirable à leur réception. Le 3e mari de Ruth fut le juge Thomas Henley, membre éminent de la Chambre des délégués de Virginie et l'un des architectes du nouveau système juridique de l'État. Leur cour fut brève mais passionnée, le juge déclarant que Ruth lui avait rendu foi en l'amour après la mort de sa première épouse pendant la guerre. Ils se marièrent en juin 1785 lors d'une cérémonie considérée comme l'un des événements mondains de la saison. Le juge Henley survécut exactement 7 mois. Sa mort, en janvier 1786,
fut particulièrement choquante, car elle survint lors d'un dîner donné à leur domicile, en présence d'une douzaine des citoyens les plus influents de Richmond. Henley avait été en excellente santé et de fort bonne humeur tout au long de la soirée, divertissant ses invités avec des récits des conventions constitutionnelles et ses espoirs pour l'avenir de la Virginie. Ce ne fut qu'après que Ruth lui eut servi un tonique digestif spécial, préparé, expliqua-t-elle, selon une recette que sa défunte mère utilisait pour son père, que le juge commença à montrer des signes de détresse. Le docteur Harrison, appelé pour la 3e fois à soigner l'un des maris de Ruth, victime d'une maladie fatale, commença à nourrir des soupçons privés. Mais le soupçon n'était pas une preuve. Le comportement de Ruth restait irréprochable. Elle avait des témoins de la maladie de son mari. Elle n'avait jamais été seule avec lui durant ces dernières heures. Les symptômes correspondaient à de nombreuses affections naturelles. De plus, elle était une femme à la réputation, à la richesse et au statut social impeccable. L'accusée de meurtre aurait nécessité des preuves qui n'existaient tout simplement pas, du moins sous une forme reconnue par le système judiciaire. Le schéma se poursuivit avec une précision implacable. Le 4e mari fut le propriétaire de plantation George Carrington, mort d'une dyspepsie aiguë en 1787. Le 5e fut le marchand Samuel Bradford, emporté par une fièvre nerveuse en 1788. Le 6e fut le banquier Edward Custis, mort d'une apoplexie gastrique en 1789. Chaque décès rendait Ruth plus riche et plus puissante. Chaque enterrement voyait son chagrin devenir plus théâtral. Et chaque nouveau mariage s'accompagnait de nouveaux murmures de coïncidences trop remarquables pour être naturelles. Ce fut après la mort d'Edward Custis qu'un motif commença à émerger chez ceux qui observaient attentivement. Le docteur Marcus Wainwright, le médecin déchu que Ruth avait connu à Philadelphie, arriva à Richmond à la fin de l'année 1789, prétendant chercher un nouveau départ en Virginie. Il loua une petite maison en périphérie de la ville et mena une vie discrète, recevant peu de patients et restant largement à l'écart. Mais César, qui travaillait alors pour une famille proche de la résidence de Wainwright, remarqua que Ruth rendait régulièrement visite au médecin, arrivant toujours au crépuscule et repartant après la tombée de la nuit. Ce que César ne pouvait savoir, c'est que ces visites n'étaient pas de simple mondanité, mais des rendez-vous d'affaires. Wainwright avait découvert la véritable identité de Ruth par ses propres sources et était venu à Richmond non pour se racheter, mais pour s'enrichir. Il savait ce que Ruth faisait et pourquoi elle le faisait, et il voulait sa part de la fortune qu'elle accumulait. Leur arrangement était simple. Il continuerait à lui fournir des méthodes d'empoisonnement toujours plus sophistiquées et elle lui verserait un pourcentage de chaque héritage. Mais Wainwright commit une erreur fatale. Il supposa que, parce que Ruth avait besoin de son expertise, elle continuerait à tolérer ses exigences financières et ses suggestions de plus en plus audacieuses d'étendre leurs opérations à d'autres villes. Il ne comprit pas que les meurtres de Ruth n'étaient pas motivés par la simple cupidité, mais par un désir de justice brûlant, d'une intensité qui ne souffrait aucun compromis. Les morts mystérieuses qui avaient commencé avec le colonel Fairfax convergeaient vers un point culminant qui allait ébranler les fondations de la société virginienne. Ruth avait identifié les derniers membres de l'organisation secrète qui avait trahi son premier mari, et sa liste était presque complète. Il ne restait plus que 2 noms. Le docteur Harrison lui-même, qui avait été le contact du groupe au sein de la communauté médicale, et la cible la plus importante de toutes, le gouverneur Edmund Randolph, le puissant homme politique qui avait coordonné toute l'opération de trahison depuis sa position au sein du gouvernement colonial. L'automne 1790 apporta une complication inattendue à la campagne de vengeance méthodique de Ruth. Un nouvel arrivant dans la société de Richmond allait se révéler être à la fois son plus grand défi et la clé pour comprendre toute l'ampleur de son plan meurtrier. Le capitaine Jonathan Hale était un ancien officier du renseignement de l'armée continentale qui enquêtait sur des affaires de trahison datant de la guerre pour le gouvernement fédéral. Officiellement, il était à Richmond pour régler des litiges fonciers liés aux confiscations de biens loyalistes. Officieusement, il suivait la piste de rumeurs concernant une organisation secrète ayant fourni aux forces britanniques des renseignements militaires américains pendant la guerre. Son enquête l'avait conduit à identifier plusieurs membres de ce réseau traître, et il avait noté avec intérêt que beaucoup d'entre eux étaient morts, dans des circonstances mystérieuses, ces dernières années. Ce qui rendait le capitaine Hale particulièrement dangereux pour Ruth était sa formation militaire à la reconnaissance des schémas et son accès à des dossiers de renseignement
contenant des informations sur des traîtres présumés. Contrairement aux autorités locales, qui ne voyaient qu'une série de malheureuses coïncidences, Hale commença à discerner des liens pointant vers une campagne délibérée d'élimination. La première découverte significative de Hale survint grâce à son amitié avec le docteur Harrison. Au cours d'une conversation informelle sur le nombre inhabituel d'hommes influents morts de troubles gastriques ces dernières années, le médecin évoqua son malaise croissant face au schéma de décès parmi les maris de Ruth. Ce qui troublait particulièrement Harrison, c'était que chaque victime était morte malgré des soins médicaux apparemment appropriés, prodigués par son épouse dévouée. Ce qu'il y a de plus étrange, confia le docteur Harrison lors d'un dîner privé chez lui, c'est que Madame Holloway semble avoir une chance effroyable avec ses maris. Pourtant, c'est l'une des épouses les plus attentives que j'ai jamais rencontrées. Elle en sait plus sur les traitements médicinaux que bien des médecins, et elle est toujours empressée de s'occuper de ses conjoints malades. Si je ne savais pas mieux, je jurerais qu'elle essaie de les sauver plutôt que... Il s'interrompit, refusant d'exprimer ses soupçons à voix haute. Le capitaine Hale se pencha en avant avec intérêt. « Plutôt que quoi, docteur ?» Harrison secoua la tête. « Pardonnez-moi, je ne devrais pas médire d'une femme qui a subi de si terribles pertes. C'est simplement que, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu une telle concentration de décès similaires dans une seule famille. » Cette nuit-là, Hale entama sa propre enquête sur le passé de Ruth Holloway. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Il n'existait aucune trace du capitaine Jonathan Holloway dans les archives de l'armée continentale. Aucun officier de ce nom n'était mort à Yorktown ni dans aucune autre bataille. La femme se faisant appeler Ruth Hawley était apparue à Richmond avec une identité entièrement fabriquée, et ses véritables origines demeuraient un mystère. Pendant ce temps, Ruth avait identifié sa 7e cible, le prince du commerce Alexander FitzHugh, l'un des hommes les plus riches de Virginie et membre secret de l'organisation traîtresse qu'elle détruisait méthodiquement. FitzHugh avait fait fortune en fournissant aux forces britanniques des informations sur les convois d'approvisionnement américains, permettant des raids ennemis qui avaient coûté la vie à des centaines de patriotes. Sa trahison avait été particulièrement odieuse, car il avait utilisé sa position de fournisseur de l'armée continentale pour recueillir des renseignements sur les mouvements et les faiblesses américaines. La cour que Ruth fit à FitzHugh commença durant l'hiver 1790 et suivit son schéma habituel. Elle se présenta comme une veuve solitaire ayant besoin de compagnie et de protection, tout en révélant progressivement sa vaste connaissance des affaires et de la finance. FitzHugh, lui-même veuf, fut charmé par cette combinaison de vulnérabilité et d'intelligence. En moins de 3 mois, il la demanda en mariage. Cette fois cependant, Ruth dut faire face à une surveillance inattendue. Le capitaine Hale avait discrètement alerté plusieurs citoyens influents de ses soupçons concernant la mystérieuse veuve, et la rumeur commença à se répandre dans la haute société très soudée de Richmond. Lorsque FitzHugh annonça ses fiançailles avec Ruth, plusieurs de ses amis l'exhortèrent à la prudence. « Alexander, vous avez sûrement remarqué ce schéma étrange », avertit le magnate du tabac Robert Carter lors d'une réunion privée au Richmond Club. 7 maris, 7 morts mystérieuses. Même si l'on admet que Madame Hawley est simplement malchanceuse en mariage, une telle concentration de tragédies mérite enquête. La réponse de FitzHugh révéla la puissance de la manipulation psychologique de Ruth. « Messieurs, je comprends vos inquiétudes, mais vos soupçons ne reposent que sur des coïncidences et des ragots. Madame Hawley a été examinée par les meilleurs médecins et interrogée par les magistrats les plus respectés. Elle a été innocentée à maintes reprises. Allons-nous condamner une femme simplement parce que le destin s'est montré cruel avec elle? Ce que FitzHugh ignorait, c'est que Ruth avait soigneusement étudié son rôle dans la trahison en temps de guerre grâce à des documents volés dans les dossiers du docteur Marcus Wainwright. Ce dernier, dans ses tentatives continues de faire chanter Ruth afin d'obtenir une plus grande part de ses profits, menait sa propre enquête sur ses cibles. Il avait découvert que toutes les victimes de Ruth étaient liées par leur appartenance à une société secrète appelée l'Alliance de la Prospérité, qui avait coordonné le partage de renseignements avec les forces britanniques en échange d'avantages commerciaux après la guerre. La révélation que Wainwright connaissait l'existence de l'Alliance convainquit Ruth que son partenaire était devenu trop dangereux pour être laissé en vie. Par une froide nuit de février 1791, le docteur Marcus Wainwright fut retrouvé mort chez lui, apparemment après avoir ingéré une dose fatale de ses propres poisons expérimentaux. L'enquête du magistrat conclut que le médecin déchu
s'était suicidé pour éviter l'exposition de ses expériences illégales. Ruth assista à ses funérailles avec la solennité appropriée, mais ressentit en privé un profond soulagement. La seule personne capable de la relier à une source de poisons exotiques était désormais morte. Avec sa disparition, la dernière menace extérieure pesant sur sa mission avait été éliminée. Elle était désormais libre d'achever son œuvre sans entrave. Alexander Fitzhugh épousa Ruth Holloway le 15 mars 1791 lors d'une cérémonie notablement plus modeste et plus discrète que ses mariages précédents. Le capitaine Hale y assista en tant qu'invité. Observant attentivement Ruth tout au long de la cérémonie et notant son calme absolu et son bonheur apparent. Si elle était réellement une tueuse en série, elle était remarquablement douée pour dissimuler sa véritable nature. Le mariage dura 4 mois. Alexander Fitzhugh mourut le 20 juillet 1791, après une brève maladie qui débuta par des douleurs à l'estomac et s'acheva par un effondrement systémique complet. Le docteur Harrison, désormais profondément soupçonneux mais toujours dépourvu de preuves concrètes, mena l'examen le plus approfondi de toute sa carrière. Il ne trouva rien qui puisse légalement constituer une preuve d'empoisonnement, mais il était intimement convaincu que Fitzhugh avait été assassiné. La prestation de Ruth en veuve éplorée atteignit alors de nouveaux sommets de théâtralité. Elle s'effondra lors des funérailles, dut être ranimée à l'aide de sel, et passa des semaines recluses, apparemment accablée par le chagrin. Mais ceux qui la connaissaient bien commencèrent à remarquer de subtils changements dans son comportement. Elle paraissait plus sûre d'elle, plus autoritaire, et moins soucieuse de maintenir l'apparence de féminité fragile qui lui avait si bien servi par le passé. Avec la mort de Fitzhugh, Ruth avait accumulé une fortune qui faisait d'elle l'une des femmes les plus riches de Virginie. Plus importante encore, elle avait éliminé 7 des 8 membres de l'Alliance de la Prospérité. Il ne restait plus qu'une seule cible, le docteur Harrison lui-même, le médecin ayant servi de contact médical à l'organisation et qui représentait désormais la plus grande menace pour sa liberté. Mais Ruth n'avait pas anticipé que l'enquête du capitaine Hale le conduirait à découvrir sa véritable identité et la raison réelle de sa campagne meurtrière. Dans les dossiers d'un officier du renseignement britannique capturé, Hale avait trouvé des références à un réseau d'espionnage américain comprenant une femme identifiée uniquement comme la veuve. Cette figure mystérieuse aurait perdu son mari au profit des forces patriotes et juré de se venger de ceux responsables de sa mort. En recoupant ces informations avec les archives militaires, Hale fit une découverte stupéfiante. Le capitaine Jonathan Hawley avait bel et bien existé, mais il était un espion britannique opérant sous couverture profonde au sein de l'armée continentale. Il avait été capturé et exécuté par les forces américaines en 1779, après avoir été trahi par des membres de son propre réseau d'espionnage, le même réseau qui deviendrait plus tard l'Alliance de la Prospérité. Ruth Hawley ne cherchait pas à rendre justice à une trahison patriotique. Elle cherchait à venger la mort d'un traître. Son mari avait été un agent britannique, et son exécution avait été à la fois légale et justifiée. Les membres de l'Alliance l'avaient trahi, non pas au profit des Britanniques, mais au profit des Américains, cherchant à éliminer un rival qui en savait trop sur leurs propres activités traîtresses. Cette révélation changeait tout dans l'affaire, mais elle rendait aussi Ruth infiniment plus dangereuse. Elle n'était pas une veuve patriote endeuillée cherchant à punir des traîtres. Elle était une loyaliste britannique, exécutant des héros américains ayant contribué à la victoire de la guerre d'indépendance. Sa campagne de meurtre n'était pas de la justice, mais une trahison en soi. La découverte par le capitaine Hale de la véritable identité de Ruth survint à un moment critique, car il apprit qu'elle avait déjà entamé sa cour finale. Sa 8e et dernière cible n'était pas le docteur Harrison, comme Hale l'avait supposé, mais le gouverneur Edmund Randolph lui-même, l'homme le plus puissant de Virginie et le chef secret de l'Alliance de la Prospérité. L'intérêt du gouverneur pour Ruth avait été soigneusement cultivé pendant plusieurs mois. Elle s'était arrangée pour être présente à des événements sociaux où elle savait qu'il se rendrait, avait organisé des présentations par des amis communs et avait progressivement révélé une intelligence et un raffinement exceptionnels. Contrairement à ses cibles précédentes, le gouverneur Randolph était déjà marié. Mais Ruth avait observé que son épouse était fréquemment malade et alitée. L'approche de Ruth envers Randolph fut différente de ses campagnes précédentes. Plutôt que de se présenter comme une veuve vulnérable ayant besoin de protection, elle se montra comme une femme indépendante et fortunée, capable de devenir une alliée politique précieuse.
Elle démontra une connaissance impressionnante de la politique virginienne et se révéla être une juge avisée des caractères et des opportunités. En somme, elle se rendit indispensable à un homme dont les ambitions dépassaient largement le manoir du gouverneur. Ce qui rendait cette cour particulièrement dangereuse, c'est que le gouverneur Randolph était lui-même un homme d'une grande intelligence et d'une vaste expérience. Il avait survécu au courant traître de la politique révolutionnaire, contribué à la rédaction de la Constitution et bâti un réseau d'alliés et d'informateurs à travers la Virginie et au-delà. S'il y avait quelqu'un capable de reconnaître la véritable nature de Ruth, c'était bien lui. Mais Ruth possédait un avantage crucial. Elle savait exactement quel genre d'homme était Randolph derrière sa façade publique, tandis que lui ne voyait d'elle que ce qu'elle choisissait de montrer. Grâce à ses recherches sur l'Alliance de la prospérité, Ruth avait appris que la trahison de Randolph pendant la guerre n'avait pas été motivée par l'idéologie, mais par une pure ambition. Il avait fourni des renseignements aux forces britanniques parce qu'il croyait que la révolution échouerait et voulait se positionner avantageusement dans le monde d'après-guerre. Lorsqu'il devint clair que les Américains l'emporteraient, il trahit ses contacts britanniques afin de sauver sa réputation. Au printemps 1792, l'épouse du gouverneur Randolph mourut de phtisie après une longue maladie. Ruth assista aux funérailles et offrit ses condoléances avec une bienséance parfaite. Elle se retira ensuite de la vie mondaine pendant plusieurs semaines, ostensiblement afin d'éviter toute apparence d'indécence durant la période de deuil du gouverneur. Pendant cet intervalle, le capitaine Hale fit une tentative désespérée pour avertir le gouverneur Randolph du passé meurtrier de Ruth. Il sollicita un entretien privé et exposa ses éléments. La série suspecte de décès, l'identité fabriquée de Ruth et le lien entre ses victimes et la trahison en temps de guerre. Mais les révélations de Hale eurent un effet inattendu sur le gouverneur. Loin d'être alarmé par le passé criminel de Ruth, Randolph fut impressionné par son habileté et sa détermination. Voici une femme qui avait réussi à éliminer 7 hommes sans jamais être arrêtée, ni même sérieusement soupçonnée par les autorités judiciaires. Ses méthodes étaient subtiles, sa planification méticuleuse et son exécution irréprochable. Au lieu de la voir comme une menace, il commença à la considérer comme un atout potentiel. « Capitaine Hale », déclara le gouverneur après avoir écouté les avertissements de l'officier du renseignement, « j'apprécie votre souci de ma sécurité, mais je crois que vous avez mal interprété la situation de Madame Hawley. Si elle a effectivement éliminé des ennemis de l'État, des hommes qui ont trahi leur pays durant la guerre, alors elle a rendu un service précieux. Il est peut-être temps de reconnaître ses contributions patriotiques plutôt que de les regarder avec suspicion. » Hale quitta l'entretien avec un sentiment de terreur grandissant. Non seulement le gouverneur avait rejeté ses avertissements, mais il semblait activement intéressé par une alliance avec une tueuse notoire. Les implications étaient terrifiantes. Si Ruth et le gouverneur unissaient leurs forces, ils pourraient éliminer quiconque ils choisiraient, en utilisant toutes les ressources du gouvernement de l'État pour dissimuler leurs actes. Ce que le capitaine Hale ignorait, c'est que le gouverneur Randolph avait déjà entamé sa propre enquête sur le passé de Ruth, et que ses conclusions l'avaient conduit à une interprétation très différente de ses motivations. Grâce à son réseau d'informateurs, il avait appris sa véritable identité et son lien avec l'espion britannique exécuté, Jonathan Hawley. Il savait que Ruth cherchait à se venger des membres de l'Alliance de la prospérité et qu'il était probablement sa cible finale. Mais au lieu de fuir ou de chercher protection, le gouverneur Randolph décida de confronter Ruth directement. Il croyait que son désir de vengeance pouvait être redirigé vers des cibles plus utiles et que ses talents d'assassin pourraient servir ses ambitions politiques. À ses yeux, Ruth Holloway n'était pas une menace à éliminer, mais une arme à contrôler. La confrontation eut lieu lors d'un dîner privé au manoir du gouverneur, en juin 1792. Ruth accepta l'invitation, pensant qu'il s'agissait d'une avance romantique. Elle se retrouva pourtant face à un homme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle avait fait. « Madame Holloway », dit le gouverneur lorsqu'ils furent assis dans son cabinet privé après le dîner. « Ou devrais-je dire Madame Jonathan Holloway, veuve de l'agent britannique exécuté pour trahison en 1779. Il est temps de renoncer aux faux semblants et de parler franchement de votre situation. » La réaction de Ruth fut rapide mais maîtrisée. Sa main se déplaça presque imperceptiblement vers le petit flacon de poison qu'elle portait toujours dans son réticule. Mais elle s'arrêta lorsqu'elle vit que le gouverneur la regardait avec un amusement intéressé plutôt qu'avec crainte. « Je vois que nous nous comprenons, » poursuivit Randolph. « Parfait.
Cela rendra notre négociation beaucoup plus simple. Voyez-vous, ma chère, je sais tout de votre campagne de vengeance contre les membres de l'Alliance de la Prospérité. Je sais que vous avez éliminé avec succès 7 des 8 membres, et je sais que vous me considérez comme la 8e et dernière cible de votre liste. Les yeux gris de Ruth ne quittèrent pas son visage lorsqu'elle parla pour la première fois depuis cette révélation. Et n'avez-vous pas peur, gouverneur? Vous avez trahi mon mari pour vous sauver, et vous m'avez regardé tuer 7 hommes sans lever le petit doigt pour les avertir ou m'arrêter. Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'achèverai pas mon œuvre ce soir? Randolph sourit froidement. Parce que, ma chère Madame Hawley, vous avez davantage besoin de moi vivant que mort. Voyez-vous, il n'y avait pas 8 membres dans l'Alliance de la Prospérité. Il y en avait 9. La révélation frappa Ruth comme un coup physique. Pendant plus de 10 ans, elle avait cru que sa liste était complète, que l'élimination des 8 membres de l'Alliance suffirait à apaiser son besoin de vengeance. Elle apprenait désormais qu'il restait un traître, une cible supplémentaire, une mort de plus à accomplir pour achever sa mission. « Qui » murmura-t-elle, son sang-froid commençant enfin à se fissurer. « Le capitaine Jonathan Hale » répondit le gouverneur. « L'homme qui enquête avec tant d'acharnement sur vos activités. Il était l'analyste du renseignement de l'Alliance, celui qui a identifié votre mari comme un risque pour la sécurité et recommandé son élimination. Il vous traque non par devoir envers la justice, mais par crainte que vous ne découvriez un jour son rôle dans la mort de votre mari. À cet instant, l'horreur à Richmond atteignait un nouveau sommet. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez-la avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ce genre de récit. Découvrons ensemble ce qui se passera ensuite dans ce jeu mortel de vengeance et de trahison. Le duel entre Ruth Holloway et le gouverneur Randolph était sur le point d'entrer dans sa phase finale, et la plus dangereuse, avec le capitaine Hale, comme enjeu involontaire d'un affrontement entre deux des figures les plus impitoyables de l'histoire américaine. La révélation de Randolph concernant le capitaine Hale transforma la mission de Ruth, jusque-là simple quête de vengeance, en un enchevêtrement complexe de trahison et de contre-trahison qui allait mettre ses compétences à l'épreuve face à l'adversaire le plus dangereux qu'elle ait jamais affronté. Mais le gouverneur avait mal évalué la psychologie de Ruth. Il supposait que son désir de vengeance totale la rendrait disposée à l'accepter comme partenaire. Au contraire, cela ne fit qu'intensifier sa détermination à éliminer chaque membre du complot qui avait détruit sa vie. « Vous proposez une alliance, gouverneur », dit Ruth d'une voix calme, malgré le choc d'avoir appris la véritable identité de Hale. « Mais quelle garantie ai-je que vous ne me trahirez pas comme vous avez trahi mon mari, comme vous avez trahi les Britanniques, comme vous avez trahi vos propres complices ?» Randolph se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Ruth avec le regard calculateur d'un homme habitué à jauger la valeur et le danger de ses alliés potentiels. « Parce que, ma chère, nous détenons chacun des informations capables de détruire l'autre. Vous connaissez mes activités pendant la guerre, et je connais votre campagne de meurtre. Nous sommes liés par une destruction mutuelle assurée. » Mais Ruth avait déjà pris sa décision. La conversation avec Randolph avait rempli son objectif. Elle connaissait désormais l'identité de sa 9e et dernière cible, et elle avait confirmé que le gouverneur était aussi impitoyable et immoral qu'elle le soupçonnait. Il n'y aurait ni alliance, ni partenariat, ni avenir commun. Il n'y aurait que la mort. Ce qui suivit fut un jeu mortel du chat et de la souris qui se déroula sur plusieurs semaines durant l'été 1792. Ruth sembla accepter la proposition de Randolph tout en se préparant secrètement à éliminer à la fois le gouverneur et le capitaine Hale. De son côté, Randolph croyait avoir recruté une assassin précieuse, tout en prévoyant de la faire disparaître une fois qu'elle aurait servi ses desseins. Le capitaine Hale, ignorant que sa véritable identité avait été découverte, poursuivait son enquête sur les activités de Ruth. Il avait commencé à rassembler des preuves qu'il espérait suffisantes pour engager des poursuites contre elle, notamment les témoignages de plusieurs esclaves ayant observé des activités suspectes dans les maisons où les maris de Ruth étaient morts. Ce qu'il ignorait, c'est que Ruth et le gouverneur Randolph surveillaient chacun de ses mouvements, chacun projetant d'utiliser son enquête à ses propres fins. Le point culminant débuta dans la soirée du 15 août 1792, exactement 9 ans après la mort du colonel Fairfax. Ruth avait invité le gouverneur Randolph et le capitaine Hale à un dîner privé dans son manoir, prétendument pour discuter d'une proposition commerciale susceptible de bénéficier aux trois. Chacun accepta l'invitation,
convaincu de détenir l'avantage dans le jeu en cours. Le dîner se déroula avec une courtoisie parfaite, Ruth jouant l'hôtesse gracieuse, tandis que ses deux invités échangeaient poliment sur la politique et les affaires. Mais sous ces politesses de façade, une tension mortelle montait. Chacun autour de la table en savait plus sur les autres qu'il ne le laissait paraître, et tous attendaient le moment opportun pour frapper. Ruth avait préparé son stratagème d'empoisonnement le plus sophistiqué à ce jour. Utilisant une combinaison de techniques développées au fil de ses années d'expérience, elle n'avait pas recours à un seul toxique, mais à plusieurs poisons agissant de concert pour provoquer des morts indétectables. La beauté de son plan résidait dans le fait que chaque homme recevrait un poison différent, donnant l'impression de coïncidence sans lien plutôt que de meurtre coordonné. Pour le gouverneur Randolph, elle avait préparé un composé à action lente dérivé de la digitale et de la ciguë, destiné à simuler une crise cardiaque, une fin crédible pour un homme de son âge et soumis à tant de stress. Le poison avait été soigneusement dosé et mélangé à un brandy spécial importé de France spécialement pour l'occasion. Elle le présenterait comme un grand cru rare digne de célébrer leur nouvelle alliance. Le capitaine Hale, quant à lui, était destiné à un sort différent. Ruth avait élaboré une méthode particulièrement ingénieuse. Un poison de contact appliqué sur le rebord de son verre de vin, absorbé par la peau et provoquant des symptômes ressemblant à une apoplexie. L'avantage de cette approche était que la mort ne surviendrait que plusieurs heures plus tard, permettant à Hale de quitter sa demeure apparemment en parfaite santé et de mourir dans ses propres quartiers, supprimant tout lien direct avec le dîner. Mais Ruth n'avait pas prévu que le gouverneur Randolph arriverait au dîner en connaissant déjà ses plans. Grâce à son réseau de domestiques et d'informateurs, le gouverneur avait appris les activités récentes de Ruth. L'achat d'herbes inhabituelles, les visites nocturnes dans des bâtiments abandonnés où elle préparait ses mélanges. Et, plus accablante encore, la découverte de son journal contenant des comptes rendus détaillés de tous ses meurtres précédents. Lorsque les trois convives s'assirent pour dîner, Ruth remarqua que le gouverneur Randolph semblait inhabituellement détendu et sûr de lui, tandis que le capitaine Hale paraissait tendu et distrait. Elle interpréta cela comme la preuve que sa tromperie fonctionnait. Randolph se croyait en sécurité en tant que son allié, tandis que Hale devenait méfiant sans encore mesurer pleinement l'ampleur du danger. La conversation au cours du dîner révéla la complexité des dynamiques psychologiques en jeu. Ruth parla avec éloquence de la nature de la justice et de la vengeance, glissant des réflexions philosophiques dans des remarques en apparence anodines. « J'ai toujours cru, dit-elle, en servant le plat principal, que ceux qui trahissent la confiance méritent d'affronter les conséquences de leurs actes, peu importe le temps écoulé. » Le gouverneur Randolph hocha la tête avec approbation. « En effet, Madame Holloway, une justice retardée n'est pas une justice refusée, surtout lorsque ce délai rend le jugement final plus complet. » De plus en plus mal à l'aise face à la tournure de la discussion, le capitaine Hale tenta d'orienter la conversation vers des sujets moins dangereux. « Nous pouvons sûrement convenir que la vengeance, aussi justifiée qu'elle puisse paraître, est en fin de compte destructrice, tant pour le vengeur que pour la société. L'état de droit existe précisément pour empêcher les individus de se faire justice eux-mêmes. » Le sourire de Ruth se fit glacial lorsqu'elle répondit « Mais, capitaine, que se passe-t-il lorsque la loi elle-même est corrompue par ceux qui méritent d'être punis? Quel recours reste-t-il à ceux qui ont été lésés, lorsque les institutions mêmes censées rendre justice sont contrôlées par les coupables? » C'est à cet instant que le capitaine Hale comprit qu'il n'était pas simplement un invité à ce dîner, mais une cible. Le débat philosophique n'était pas abstrait. C'était la manière dont Ruth lui expliquait pourquoi elle comptait le tuer. Sa main se porta instinctivement vers son manteau, où il dissimulait un pistolet, mais le regard perçant du gouverneur Randolph l'avertit de ne faire aucun mouvement brusque. « Messieurs, » dit Ruth en se levant avec une grâce maîtrisée, « je crois qu'il est temps de nous rendre à la bibliothèque pour un brandy et une conversation honnête. J'ai quelque chose de spécial à partager avec vous deux. » En se dirigeant vers la bibliothèque, chacun était pleinement conscient qu'il entrait dans la confrontation finale d'un jeu mortel qui se construisait depuis plus de 10 ans. Ruth se positionna entre ces deux cibles et la porte, coupant leur voie de fuite la plus évidente. Le gouverneur Randolph nota ce positionnement stratégique, mais resta confiant dans sa capacité à manœuvrer une femme qu'il considérait toujours comme un outil utile, mais, en définitive, sacrifiable. Le capitaine Hale, désormais certain d'être en danger, calculait ses chances de survie s'il tentait une sortie désespérée par la force. La bibliothèque,
que Ruth avait choisi pour mettre en scène son acte final, était parfaitement aménagé pour ses desseins. De lourds rideaux obstruaient les fenêtres, étouffant les bruits de la rue. Les domestiques avaient été congédiés pour la soirée, garantissant l'absence de témoins. Plus important encore, Ruth avait préparé la pièce avec tout ce dont elle aurait besoin pour se débarrasser de 2 corps et fournir des explications convaincantes à leur mort. Maintenant, dit Ruth en s'approchant d'un buffet garni de carafes en cristal, je vous ai promis une conversation honnête, et je compte tenir parole. Gouverneur Randolph, vous pensez m'avoir manipulé pour faire de moi votre assassin personnel? Capitaine Hale, vous croyez avoir réuni suffisamment de preuves pour m'inculper du meurtre de mes 8 maris? Vous avez tous les 2 raison dans vos analyses, et vous avez tous les 2 tragiquement tort quant à ce que j'ai l'intention de faire de ces informations. Elle se tourna vers eux, tenant 2 verres de ce qui semblait être un brandy français coûteux. La vérité, c'est qu'aucun de vous ne quittera cette pièce vivant ce soir. Gouverneur Randolph, vous mourrez parce que vous étiez le chef de la conspiration qui a assassiné mon mari. Capitaine Hale, vous mourrez parce que vous étiez l'analyste du renseignement qui l'a désigné comme un risque pour la sécurité. Vos morts achèveront ma mission et m'apporteront la justice que je recherche depuis 13 longues années. Le sang-froid du gouverneur Randolph se fissura enfin lorsqu'il comprit que sa manipulation avait totalement échoué. Madame Holloway, je crois que vous sous-estimez les conséquences du meurtre d'un gouverneur en exercice. Ma mort ne passera ni inaperçue, ni sans enquête. Vous ne pouvez pas simplement m'ajouter à votre liste de victimes en espérant échapper à tout soupçon. Le rire de Ruth fut sincèrement amusé. Gouverneur, j'ai tué 8 hommes influents, sans jamais être sérieusement soupçonné d'un crime. J'ai amassé une fortune, me suis établi au plus haut niveau de la société et ai éliminé presque tous mes ennemis, tout en conservant la réputation d'une veuve endeuillée, digne de sympathie et de protection. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous tuez, vous et le capitaine Hale, représenterait un défi plus grand? Le capitaine Hale, son entraînement militaire prenant enfin le dessus sur son choc, passa à l'action. Plutôt que de fuir ou de négocier, il se jeta sur Ruth, espérant la désarmer avant qu'elle ne puisse administrer le poison qu'elle avait préparé. Mais Ruth avait anticipé cette éventualité et était prête. Lorsque Hale se précipita vers elle, Ruth projeta le contenu de l'un des verres de brandy directement sur son visage. Le liquide ne contenait pas de poison, mais un puissant irritant dérivé de plantes indigènes de Virginie, provoquant une cécité temporaire et une douleur intense. Tandis que Hale reculait en titubant, se griffant les yeux brûlants, Ruth sortit un petit pistolet dissimulé sous son châle, une arme prise à l'un de ses précédents victimes et conservée pour les urgences. Le gouverneur Randolph, voyant une occasion, tenta de se jeter sur Ruth pendant qu'elle était concentrée sur Hale, mais il avait gravement sous-estimé à la fois ses capacités physiques et sa préparation. Ruth pivota avec une grâce fluide, pointant le pistolet sur sa poitrine. « Je ne crois pas, gouverneur, » dit-elle calmement. « Après toutes ces années de préparation, je ne vais pas laisser l'un de vous 2 gâcher mon moment de triomphe. » La confrontation qui suivit révéla toute l'ampleur de la transformation de Ruth, passée de veuve éplorée à tueuse calculatrice. Elle était devenue bien plus dangereuse qu'une simple empoisonneuse, une stratège ayant passé plus de 10 ans à perfectionner non seulement ses méthodes de meurtre, mais aussi sa compréhension de la psychologie humaine et des failles exploitables, même chez les hommes les plus puissants. « Vous voulez connaître la vérité sur votre précieuse alliance de la prospérité ?» demanda Ruth, maintenant le pistolet braqué sur Randolph, tout en gardant Hale dans son champ de vision, alors que celui-ci commençait à se remettre de l'attaque. Ce n'était pas une organisation patriotique cherchant à éliminer des espions britanniques. C'était un groupe d'hommes ambitieux qui vendèrent des informations aux plus offrants, changeant de camp dès que cela servait leurs intérêts. Vous avez trahi mon mari non parce qu'il menaçait l'indépendance américaine, mais parce qu'il avait découvert des preuves de votre propre trahison et s'apprêtait à vous dénoncer aux 2 camps. Le visage du gouverneur Randolph pâlit lorsque Ruth révéla sa connaissance des véritables activités de l'Alliance. « Comment pouvez-vous savoir cela? Ces documents ont été détruits il y a des années. » Ruth sourit froidement. « Gouverneur, vous avez commis l'erreur de croire qu'une femme motivée par l'amour et le chagrin serait moins méticuleuse dans ses recherches qu'un homme animé par l'ambition politique. J'ai passé 13 ans à retrouver chaque document, chaque témoin, chaque fragment de preuve lié à la mort de mon mari et aux activités de votre organisation. J'en sais plus sur l'Alliance de la prospérité que n'importe lequel de ses membres survivants n'en a jamais su. Ce que Ruth révéla ensuite ébranlerait les fondations de la société virginienne d'après-guerre.
L'Alliance ne s'était pas contentée de vendre des renseignements aux Britanniques pendant la guerre. Elle avait orchestré un stratagème complexe pour tirer profit des deux camps du conflit tout en se positionnant avantageusement, quelle qu'en soit l'issue. Elle avait détourné des fournitures destinées à l'armée continentale, vendu des informations stratégiques ayant conduit à des défaites américaines et éliminé des concurrents menaçant leur monopole sur la corruption. Mon mari a découvert votre stratagème en 1779, poursuivit Ruth. Mais au lieu de le signaler aux autorités britanniques, il a tenté de vous faire chanter. C'est ce qui lui a été fatal. Vous ne pouviez pas vous permettre de le laisser vous exposer, mais vous ne pouviez pas non plus le tuer directement sans risquer d'être démasqué. Alors vous l'avez livré à l'armée continentale comme espion britannique, sachant que la justice patriotique éliminerait votre problème tout en vous faisant passer pour loyaux à la cause américaine. Le capitaine Hale, dont la vue revenait progressivement, comprit enfin toute l'ampleur de ce qui s'était joué autour de lui pendant la décennie écoulée. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous ne cherchez pas justice pour les loyalistes britanniques. Vous cherchez à venger la corruption qui a tué votre mari. » Ruth hocha la tête avec approbation. « Enfin, capitaine, vous comprenez. Jonathan était certes un agent britannique, mais il était aussi mon mari et le père de l'enfant que j'ai perdu lorsque j'ai fui après son exécution. Votre conspiration ne l'a pas seulement tué. Elle a détruit tout ce que j'avais construit, tout ce que j'aimais, tout ce qui donnait un sens à ma vie. Vous avez fait de moi l'arme que je suis devenue. » Le portrait psychologique qui émergea de cette confrontation révéla Ruth Holloway comme une figure sans précédent dans l'histoire criminelle américaine. Une femme qui avait méthodiquement démantelé tout un réseau de conspiration grâce à la patience, à l'intelligence et à une compréhension de la nature humaine frôlant le surnaturel. Elle ne s'était pas contentée de tuer ses cibles. Elle les avait étudiées, avait compris leurs faiblesses et utilisé leurs propres défauts pour orchestrer leur destruction. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, le gouverneur Randolph fit une dernière offre. « Madame Holloway, si vous m'épargnez, je peux vous offrir quelque chose de plus précieux que la vengeance. Je peux vous offrir le pouvoir. Avec mes relations politiques et vos talents uniques, nous pourrions contrôler non seulement la Virginie, mais influencer l'ensemble du gouvernement fédéral. Pensez à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. » La réponse de Ruth révéla la profondeur de son engagement envers sa mission et sa transformation complète, loin de la veuve vulnérable qu'elle avait autrefois incarnée. « Gouverneur, vous ne comprenez toujours pas ce qui me motive. Il ne s'est jamais agi de pouvoir, de richesse ou de position sociale. Il s'agissait d'amour. L'amour pour un homme que vous avez assassiné. L'amour pour une vie que vous avez détruite. L'amour de la justice que votre système corrompu n'a jamais pu offrir. Le pouvoir corrompt, comme vous l'avez si bien démontré. Mais l'amour endure, et l'amour exige réparation. » Les derniers instants de la confrontation se déroulèrent avec la précision et l'inéluctabilité d'une exécution parfaitement planifiée. Ruth avait orchestré chaque détail de cette soirée, non seulement pour tuer ses dernières cibles, mais pour s'assurer que leur mort paraisse être le résultat de leurs propres actes plutôt que de son intervention. Les corps du gouverneur Edmund Randolph et du capitaine Jonathan Hale furent découverts le lendemain matin par des domestiques venus préparer le manoir pour la journée. La scène semblait raconter une histoire claire et tragique. Les deux hommes semblaient s'être engagés dans une violente altercation qui s'était soldée par leur mort à tous les deux. Le gouverneur Randolph fut retrouvé dans la bibliothèque avec une balle dans la poitrine, le pistolet du capitaine Hale serré dans sa main. Le capitaine Hale gisait à proximité, apparemment mort des suites d'une combinaison de brûlures chimiques au visage et d'un violent coup à la tête porté par un lourd flacon de cristal retrouvé brisé à ses côtés. La pièce portait les marques d'une lutte désespérée. Meubles renversés, papiers éparpillés sur le sol. Ruth Holloway fut retrouvée ligotée et bâillonnée dans un placard attenant à la bibliothèque, apparemment retenue prisonnière durant la confrontation entre les deux hommes. Lorsqu'elle fut libérée par des domestiques horrifiés, elle s'effondra dans un état de choc et de chagrin apparent, incapable pendant plusieurs minutes d'expliquer de manière cohérente ce qui s'était passé. Lorsque le docteur Harrison arriva pour examiner les corps et interroger Ruth, son récit des événements de la soirée fut à la fois bouleversant et convaincant. Elle expliqua que le capitaine Hale était arrivé au dîner dans un état d'agitation extrême, proférant des accusations délirantes concernant les activités du gouverneur Randolph pendant la guerre et exigeant qu'elle témoigne pour étayer des accusations de trahison. Le gouverneur avait d'abord tenté d'apaiser la situation,
Mais lorsque Hale produisit des documents semblant impliquer Randolph dans une corruption en temps de guerre, la confrontation dégénéra. Ils ont commencé à se crier dessus, sanglotait Ruth auprès du docteur Harrison. Puis le capitaine Hale a sorti son pistolet. Le gouverneur a essayé de le lui arracher, et dans la lutte, l'arme est partie. Le capitaine Hale a été blessé par des éclats de verre, puis, je ne me souviens plus très bien. Quelqu'un m'a saisi et poussé dans le placard. J'ai entendu d'autres bruits de lutte, puis le silence. L'examen de la scène par le docteur Harrison confirma le récit de Ruth. Les preuves matérielles correspondaient à une lutte violente entre deux hommes. Et les blessures de Ruth, marques de cordes aux poignets et aux chevilles, échymoses compatibles avec une manipulation brutale, semblaient authentiques. De plus, sa réputation de veuve respectable ayant subi d'immenses tragédies rendait inconcevable l'idée qu'elle ait pu orchestrer elle-même une telle violence. L'enquête qui suivit fut superficielle. Les deux principaux protagonistes étaient morts, et le témoignage de Ruth offrait une explication plausible. Les autorités conclurent que le capitaine Hale et le gouverneur Randolph s'étaient entretués lors d'un différend lié à des accusations de trahison en temps de guerre. Les documents que Hale aurait apportés pour étayer ces accusations furent retrouvés brûlés dans la cheminée de la bibliothèque, leur contenu perdu à jamais. Ce que les enquêteurs ignoraient, c'est que Ruth avait passé des mois à préparer précisément ce scénario. Les documents que Hale était censé avoir apportés étaient des faux qu'elle avait elle-même fabriqués afin de fournir un mobile crédible à la confrontation. Le produit chimique qui avait aveuglé Hale avait été conçu pour laisser des traces compatibles avec une blessure accidentelle lors d'une bagarre. Même ses propres blessures étaient auto-infligées, grâce à des techniques apprises au fil des années pour provoquer douleur et dommages sans séquelles permanentes. La mort du gouverneur Randolph et du capitaine Hale marqua la fin de la campagne de vengeance de Ruth Holloway, mais non la fin de son histoire. Avec l'élimination des 9 membres de l'Alliance de la Prospérité, elle avait obtenu la justice qu'elle poursuivait depuis plus de 10 ans. Plus encore, elle avait accumulé une richesse et un statut social suffisant pour garantir sa sécurité jusqu'à la fin de sa vie. Dans les mois qui suivirent, Ruth se retira progressivement de la société de Richmond. Elle affirma que les événements traumatisants survenus dans sa bibliothèque avaient affecté sa santé et sa capacité à participer à la vie sociale. Elle vendit son manoir et s'installa dans une maison plus petite mais élégante à la périphérie de la ville, où elle vécut discrètement avec quelques domestiques de confiance. Mais la retraite de Ruth hors du meurtre actif ne signifia pas qu'elle avait renoncé au contrôle et à la manipulation. Au fil des années, elle devint une figure d'influence opérant dans l'ombre de la politique virginienne, utilisant sa fortune et sa connaissance des secrets de citoyens influents pour orienter élections, affaires commerciales et mouvements sociaux. Elle ne se remaria jamais, affirmant avoir trop souffert pour risquer à nouveau son cœur. En revanche, elle entretint des amitiés et des correspondances avec des hommes puissants à travers l'État et au-delà. L'ampleur réelle de l'influence de Ruth ne devint évidente qu'après sa mort, en 1834, à l'âge de 80 ans. Parmi ces papiers, les enquêteurs découvrirent des archives détaillées retraçant non seulement ces 9 meurtres, mais aussi des dizaines d'autres manœuvres qu'elle avait orchestrées au fil des ans. Elle avait fait chanter des responsables corrompus, ruiner des concurrents commerciaux et provoquer la destruction sociale de quiconque avait croisé sa route ou menacé ses intérêts. Plus choquante encore fut la découverte de son journal intégral, rédigé dans un code qui demanda des mois de travail au cryptographe pour être déchiffré. Ce journal révélait que sa campagne contre l'Alliance de la Prospérité n'avait été que le début de ce qu'elle appelait sa carrière, d'agent de la justice nécessaire. Elle avait continué à éliminer ceux qu'elle jugeait dignes de mourir, perfectionnant ses méthodes au point que son implication ne fut jamais soupçonnée. Les entrées de ces dernières années décrivaient une femme totalement transformée par ses expériences. La veuve endeuillée arrivée à Richmond en 1782 était devenue quelque chose d'inédit dans l'histoire américaine. Une chef du crime opérant non pour le profit ou le pouvoir, mais selon son propre sens dévoyé de l'ordre moral. « Je suis devenue quelque chose que Dieu n'a peut-être jamais voulu voir exister », écrivit-elle dans l'une de ses dernières notes, mais que la corruption de ce monde a rendu nécessaire. « Je suis une justice sans loi, une rétribution sans miséricorde, et un ordre sans gouvernement. J'ai assumé la responsabilité d'éliminer ceux que la société refuse de punir, et je l'ai fait sans regret ni hésitation. » La découverte du journal de Ruth provoqua une sensation dans la société virginienne.
mais posa également un problème insoluble aux autorités. Nombre des personnes qu'elle affirmait avoir tuées étaient mortes depuis si longtemps qu'aucune enquête n'était possible. D'autres étaient des citoyens éminents dont la réputation ne pouvait être entachée sans provoquer de graves bouleversements politiques et sociaux. En définitive, la décision fut prise de sceller le journal et de classer l'ensemble de l'affaire comme relevant de la sécurité de l'État. L'histoire de Ruth Holloway demeura enfouie dans les archives de la Société historique de Virginie pendant près de 2 siècles, ne refaisant surface qu'occasionnellement dans les recherches d'historiens étudiant la période post-révolutionnaire. Les rares chercheurs qui découvrirent son dossier furent invariablement frappés par le caractère méthodique de ses crimes et la sophistication psychologique de ses méthodes. Des experts modernes en criminalistique ont conclu qu'elle était très en avance sur son temps dans sa compréhension des meurtres indétectables. Son usage de toxines végétales, sa manipulation des scènes de crime et sa capacité à créer de fausses identités et motivations ne furent égalés par les criminels qu'à la fin du XXe siècle. Mais l'aspect le plus troublant de l'histoire de Ruth Holloway n'est peut-être pas son habileté meurtrière, mais son succès à manipuler la perception publique. Pendant plus de 50 ans, elle conserva l'image d'une figure tragique, digne de compassion et de protection, tout en opérant secrètement comme l'une des tueuses les plus prolifiques de l'histoire américaine. Elle prouva que les criminels les plus dangereux ne sont pas ceux qui opèrent en marge de la société, mais ceux qui apprennent à la contrôler de l'intérieur. Les implications de son cas continuent de résonner aujourd'hui chez les forces de l'ordre et les psychologues. Ruth Holloway démontra que la combinaison d'intelligence, de patience et d'une flexibilité morale totale pouvait permettre à un seul individu de subvertir un système social entier à des fins personnelles. Cette histoire nous montre comment la vengeance, lorsqu'elle est poursuivie avec une intelligence méthodique et une patience illimitée, peut corrompre même l'apparence la plus raffinée pour la transformer en quelque chose de monstrueux. La métamorphose de Ruth Holloway, de veuve endeuillée en tueuse calculatrice, révèle le potentiel terrifiant qui sommeille au cœur même des sociétés dites civilisées. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'une personne puisse réellement mener une campagne de vengeance aussi élaborée sans être détectée? Les méthodes de Ruth pourraient-elles fonctionner aujourd'hui, ou les techniques modernes d'enquête l'auraient-elles arrêtée? Partagez vos réflexions. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres amateurs de mystères sombres. À la prochaine.